Dans la campagne française, à environ 200 km au sud de Paris, se trouve une ville qui ne figure sur aucun itinéraire touristique. Aucun panneau ne signale sa présence, aucun monument, aucun musée. Sur les photographies aériennes, on ne distingue que des ruines industrielles envahies par la végétation, des structures de béton rongées par le temps et une étrange géographie urbaine, comme si quelque chose avait été délibérément effacé. Le silence qui règne en ce lieu n'est pas fortuit. Il est le fruit d'un choix. Un choix collectif, perpétué de génération en génération, celui de l'oubli. Le matin du 17 mars 1922, un événement tragique se produisit dans cette ville. Un événement qui allait bouleverser à jamais la vie de plus de 12 000 personnes. Un événement qui allait marquer profondément non seulement les corps, mais aussi la mémoire de familles entières. Et un événement qui, curieusement, fut presque entièrement passé sous silence par l'histoire officielle française. Les journaux de l'époque n'y consacrèrent que quelques paragraphes. Les archives gouvernementales présentent des lacunes inexplicables. Les rapports techniques ont disparu. Et pendant des décennies, il fut tout simplement tabou d'évoquer ce qui s'était passé ce jour-là. Ceci est une histoire vraie, troublante et parfaitement documentée, même si elle a été étouffée sous des couches de bureaucratie, de secrets industriels et d'opportunisme politique. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot ni de spéculation. C'est le récit d'une catastrophe industrielle délibérément effacée de l'histoire de tout un pays, et de milliers de victimes qui n'ont jamais obtenu la reconnaissance qu'elles méritaient. Ce que vous allez découvrir est le fruit d'années de recherche dans des archives municipales oubliées, des lettres de famille conservées dans les greniers, des témoignages recueillis auprès de descendants qui portent encore le poids de cette journée, et des documents officiels récemment rendus accessibles. C'est une histoire longtemps chuchotée dans les salles à manger, transmise par bribes de grand-mère en petit enfant, gardée comme un secret de famille. Jusqu'à présent, dans ce documentaire, nous reconstituerons non seulement l'événement lui-même, mais aussi tout le réseau de silence qui l'a entouré. Nous comprendrons comment une ville entière peut disparaître de la mémoire collective, comment des milliers de personnes peuvent souffrir sans que cela ne soit consigné dans l'histoire, comment des institutions, des gouvernements et des entreprises peuvent ériger l'oubli en politique officielle. Et nous nous demanderons combien d'autres histoires comme celle-ci restent enfouies. Si vous accordez de l'importance aux histoires inédites, aux souvenirs tenaces et aux vérités historiques délibérément passées sous silence, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre des enquêtes comme celle-ci, qui visent à mettre en lumière des événements que certains ont, à un moment donné, décidé d'oublier. Car l'histoire n'est pas seulement faite de ce que nous choisissons de nous rappeler, mais aussi de ce que nous choisissons d'oublier. Avant de commencer, un avertissement. Ceci est une histoire vraie. Les événements décrits se sont réellement produits. Les personnes mentionnées ont existé. Les conséquences ont été réelles et durables. Certains détails peuvent être perturbants, mais il est essentiel de les raconter. Car l'oubli, lorsqu'il est institutionnalisé, n'est pas seulement un trouble de la mémoire. C'est une violence faite à celles et ceux qui ont vécu, souffert et dont la douleur n'a jamais été reconnue. Bienvenue dans une ville que tous ont tenté d'oublier. France, 1922. Une histoire de silence, de pouvoir et de mémoire. Qu'est-ce qui distingue une ville prospère d'une ville oubliée? Qu'est-ce qui différencie une catastrophe inscrite dans l'histoire d'une autre qui en est effacée? La réponse, comme nous le verrons, ne réside pas dans l'ampleur de la tragédie, mais dans la volonté politique de la reconnaître. Cette recherche que vous allez suivre a nécessité plus de 3 ans de travail. Elle a impliqué des visites dans des archives ministérielles rarement accessibles, des entretiens avec des descendants qui conservent des documents familiaux inédits, et l'analyse de centaines de pages de correspondance officielle qui révèlent, en filigrane, ce qui a été délibérément omis des archives publiques. C'est un travail de reconstitution historique qui repose non seulement sur des documents, mais aussi sur des souvenirs qui ont résisté au temps et au silence. Des milliers d'histoires comme celle-ci existent, disséminées sur tous les continents, enfouies dans les archives, chuchotées au sein des familles, effacées des récits officiels.
Ce sont des événements qui remettent en question la version rassurante que nous avons construite de notre passé. Ils nous obligent à nous interroger non seulement sur ce qui s'est passé, mais aussi sur ceux qui ont décidé que nous ne devions pas le savoir. Et pourquoi? Si vous pensez que ces histoires doivent être racontées, que la mémoire historique ne saurait être l'apanage des seuls puissants, et que l'amnésie institutionnelle doit être combattue par des recherches rigoureuses et un récit honnête, cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune enquête. Chaque vidéo est le fruit de mois de travail acharné pour mettre en lumière des événements que certains ont préféré occulter. Votre abonnement soutient ce travail et garantit que ces voix réduites au silence continuent de se faire entendre. Suivez la chaîne et rejoignez une communauté qui valorise la vérité historique, même lorsqu'elle est dérangeante. Commençons donc par le commencement de toute grande tragédie. Non pas le jour du désastre, mais dans les années qui l'ont précédé. Car ce qui s'est produit le 17 mars 1922 n'était pas un accident soudain. C'était le résultat prévisible, évitable et largement ignoré de décisions prises par des hommes qui ont préféré le profit à la sécurité, la réputation à la vérité, le silence à la responsabilité. Pour comprendre pourquoi une ville entière a disparu de la mémoire collective française, il faut d'abord la connaître telle qu'elle était encore, quand ses rues étaient animées, quand ses cheminées crachèrent de la fumée jour et nuit, quand des familles entières dépendaient d'eux. Cette unique usine pour survivre. Il nous faut voir les visages, connaître les noms, comprendre les vies à jamais bouleversées ce jour de mars. Et nous devons nous poser une question fondamentale. Si vous mouriez dans une catastrophe, mais que personne ne reconnaissait publiquement votre mort, auriez-vous vraiment existé pour l'histoire? Découvrons-le ensemble. En 1910, la petite commune de Saint-Aubin-sur-Loire comptait à peine plus de 1200 habitants. C'était un lieu rural et paisible, où le temps semblait s'écouler plus lentement que dans le reste de la France. Les familles cultivèrent la terre depuis des générations. Les enfants jouaient sur les berges de la rivière. Le dimanche était rythmé par le son des cloches de l'église paroissiale. En tout point, c'était un endroit ordinaire, jusqu'à l'arrivée de la modernité. La compagnie industrielle des produits chimiques du Centre, l'un des plus importants fabricants de composés chimiques en France, choisit Saint-Aubin pour y implanter sa nouvelle usine. Ce choix était stratégique. La proximité du chemin de fer, l'accès à la Seine pour le refroidissement industriel, le faible coût du terrain et une population rurale en quête d'emploi. En juin 1911, la première pierre fut posée. 18 mois plus tard, les cheminées commencèrent à cracher de la fumée. La transformation fut radicale. D'une commune agricole, Saint-Aubin devint une ville industrielle. Sa population tripla en moins de 5 ans. Des ouvriers affluèrent de toute la région, apportant leurs familles, leurs rêves et l'espoir d'une vie meilleure. Les rues furent pavées, des commerces ouvrirent. Une nouvelle école fut construite pour accueillir les centaines d'enfants qui peuplaient désormais la ville. Il y avait une boulangerie, une boucherie, un salon de coiffure, un cinéma ouvert le samedi. La vie renaissait. L'avenir se profilait. Sur les photos de cette époque, on voit des visages souriants. Des hommes en casquette et salopettes, fiers comme des paons devant l'entrée de l'usine. Des femmes en robes légères qui déambulent au marché. Des enfants, alignés devant l'école, le regard grave, comme s'ils croyaient que ce moment resterait gravé à jamais dans leur mémoire. Et ce fut le cas. Mais pas comme ils l'avaient imaginé. L'usine produisait principalement des composés chlorés et des dérivés soufrés utilisés dans les procédés industriels, pharmaceutiques et agricoles. C'était un travail dangereux, comme tous les travaux chimiques de l'époque, mais bien rémunérés. Les ouvriers travaillaient 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Leur salaire leur permettait de faire vivre des familles entières. Ils partageaient une fierté commune. Ils participaient à la construction de la France moderne. Dans les lettres conservées par les descendants, on perçoit encore le dynamisme de ces années-là. Un ouvrier écrivait à sa sœur en 1914 « Ici, il y a du travail pour tout le monde. Les enfants vont à l'école. Nous avons l'éclairage électrique dans les rues. Cet endroit va prospérer, j'en suis sûr. » Un autre,
En 1918, peu après la fin de la Grande Guerre, l'usine n'a pas cessé de tourner, même les jours les plus difficiles. Nous sommes indispensables. Nous sommes l'avenir. Dans ces lignes, il y avait une conviction profonde. La croyance que le progrès était irréversible, que la prospérité était là pour durer. Mais le progrès a un prix. Et parfois, ce prix se paie en silence, loin des photographies et des lettres optimistes. À partir du milieu de l'année 1921, de légères anomalies commencèrent à apparaître dans les dossiers médicaux de la ville. Le médecin local, le docteur Henri Moreau, nota dans son journal des cas inhabituels d'irritation respiratoire chronique chez les ouvriers. Il écrivit en août de cette année-là, 6 hommes cette semaine présentaient les mêmes symptômes, toux sèche persistante, yeux rouges, difficultés respiratoires nocturnes. Je leur ai conseillé du repos, mais ils sont tous retournés travailler le lendemain. En octobre, un groupe d'ouvriers a adressé une lettre à la direction de l'usine. Ils se plaignaient d'une odeur étrange qui s'intensifiait dans la zone de production. Ils la décrivaient comme douceâtre et métallique, une odeur persistante qui leur restait en bouche même après la douche. La lettre a été classée sans suite, aucune inspection n'a été menée. Les descendants des ouvriers de cette époque racontent des histoires transmises par leurs grands-parents. La petite fille d'un ouvrier d'usine témoigne. Mon grand-père disait que ces derniers mois, les choses avaient changé à l'usine. Il ne savait pas dire exactement quoi, mais quelque chose était différent. Il disait que l'air à l'intérieur du bâtiment principal lui brûlait les yeux, que parfois, sans raison apparente, des hommes s'évanouissaient en plein milieu de leur service. Mais personne n'osait se plaindre. Se plaindre, c'était risquer de perdre son emploi. En décembre 1921, un incident mineur se produisit. Durant la nuit, une soupape de décharge de pression céda sur le réservoir de stockage numéro 4. Un sifflement aigu se fit entendre, suivi d'un nuage de vapeur qui se répandit dans la cour de l'usine. 3 hommes furent transportés à l'infirmerie pour des brûlures chimiques légères. L'incident fut consigné dans le registre, mais classé comme accident mineur sans conséquences graves. Aucune enquête technique ne fut menée. La soupape fut remplacée. Le travail reprit. Dans les archives municipales se trouve un document intrigant. Le procès-verbal d'une séance du conseil municipal du 19 février 1922, soit exactement 1 mois avant la catastrophe. Un conseiller municipal s'inquiétait des odeurs persistantes provenant de l'usine, surtout tôt le matin. Le directeur de la compagnie, présent à la réunion, assura que toutes les procédures étaient conformes à la réglementation en vigueur et qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. L'affaire fut close. Elle ne fut plus jamais évoquée. Qu'avaient en commun ces petites anomalies? Elles étaient toutes documentées. Elles étaient toutes ignorées. Et toutes, vues rétrospectivement, forment une mosaïque limpide. Quelque chose clochait profondément. Mais dans une ville dont l'existence dépendait entièrement de cette usine, toute remise en question était impensable. Personne ne voulait faire entendre sa voix dissidente. Personne ne voulait risquer de compromettre les acquis. Puis le silence s'installa, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de rester silencieux. La matinée avait commencé comme toutes les autres. À 5 heures, les ouvriers de nuit étaient déjà à l'usine depuis 4 heures. À 6 heures, ceux du matin commencèrent à arriver. Le soleil n'était pas encore levé. L'air était froid et humide, typique du mois de mars dans la campagne française. Dans les maisons alentours, les familles prenaient leur café. Les enfants se préparaient pour l'école. C'était un vendredi comme les autres, un vendredi comme un autre. À 6h42, un incident s'est produit dans le bâtiment principal de traitement. Le rapport officiel est d'une imprécision laconique. Incident chimique avec dégagement de substances volatiles. En clair, il y a eu une fuite qui n'aurait pas dû avoir lieu, une fuite mortelle. Les premiers à s'en apercevoir furent les ouvriers qui travaillaient près des réservoirs de stockage. L'un d'eux, dont le nom n'apparaît que sous les initiales LDIC dans les fragments de témoignages conservés, décrivit l'instant. « J'ai entendu un bruit. Ce n'était pas une explosion. C'était un sifflement, comme de l'air qui s'échappe d'un pneu, mais plus fort. Puis j'ai vu une brume jaunâtre commencer à se former près du réservoir.
quelqu'un nous a crié de sortir. J'ai couru. Beaucoup ont couru. Mais certains sont tombés avant d'atteindre la porte. Le brouillard se répandit rapidement. En quelques minutes, il engloutit tout. Le bâtiment. Les hommes qui parvinrent à s'échapper coururent vers la cour, toussant violemment, certains vomissant, d'autres les yeux si irrités qu'ils pouvaient à peine voir. L'alarme de l'usine se mit à sonner, un son strident et insistant qui réveilla toute la ville. Mais le brouillard ne restait pas confiné à l'usine. Plus lourd que l'air, il descendait silencieusement dans les rues, tel un serpent jaunâtre se glissant entre les maisons. Les premières familles à le ressentir furent celles qui habitaient le plus près. Des mères, occupées à préparer le café, se mirent soudain à tousser. Des enfants se réveillèrent en pleurant, les yeux brûlants. Des hommes qui n'étaient pas encore partis travailler coururent aux fenêtres et virent le brouillard approcher. Il n'y avait aucun protocole d'évacuation. Aucune sirène ne retentissait, hormis celle de l'usine. Aucun plan n'avait été établi. Les gens ont agi selon leur instinct. Ils ont pris leurs enfants, se sont couverts le visage de linge humide et ont couru dans la direction opposée au brouillard. Mais où aller quand le brouillard est partout? À 7h15, toute la partie basse de la ville était enveloppée de brouillard. Ceux qui tentaient de porter secours à leurs voisins étaient eux-mêmes intoxiqués. Les hommes qui retournaient chercher leurs proches ne revenaient pas. C'était le chaos total. Des cris, des toux, des pleurs d'enfants. Et cette douce odeur métallique qui imprégnait tout. À 9h, le brouillard commença à se dissiper naturellement, emporté par le vent. Il ne restait plus que le silence. Un silence seulement troublé par des gémissements venant des maisons, par des pleurs lointains, par le bruit d'une ville entière sous le choc. Des corps ont été retrouvés dans les rues, dans des maisons, à l'intérieur de l'usine. Le nombre exact? Curieusement, cela n'a jamais été établi avec certitude. Les autorités ont réagi rapidement, mais pas comme on aurait pu s'y attendre. Dès 10h du matin, des soldats établissaient un périmètre de sécurité autour de la ville. Personne ne pouvait entrer ni sortir. La ligne télégraphique reliant Saint-Aubin au reste de la France était temporairement interrompue pour maintenance. Les journalistes qui tentaient de s'y rendre étaient refoulés à plusieurs kilomètres de là. L'évacuation fut chaotique et sélective. Des familles furent séparées. Les hommes en âge de travailler furent détenus pour aider au confinement. Femmes et enfants furent emmenés dans des camions militaires vers des villes voisines, sans explication claire ni destination précise. Nombre d'entre eux ignoraient même si leur mari, père ou frère étaient encore en vie. Le courrier du centre, quotidien régional, reçut un ordre direct de la préfecture, ne rien publier sur Saint-Aubin. Le rédacteur en chef, dans un geste discret de résistance, publia une brève note dans son édition du 19 mars, incident industriel dans une commune du département. Situation sous contrôle. Pas de blessés graves. Le mot « grave » portait tout le poids de ce qui ne pouvait être dit. Les premiers chiffres ont commencé à circuler de manière informelle. 12 morts, puis 20, puis 36. Chaque source contredisait l'autre. Dans les documents officiels qui ont été conservés, une phrase se distingue. Décès lié à l'incident. À déterminer. Cette phrase est restée inchangée dans tous les rapports ultérieurs. Le nombre de morts n'a jamais été déterminé. Officiellement, des médecins des villes voisines furent appelés non pour soigner les victimes, mais pour signer les certificats de décès. Et ces certificats, curieusement, mentionnaient rarement les causes chimiques. Insuffisance respiratoire, arrêt cardiaque, mort naturelle. Comme si tous ces hommes, femmes et enfants avaient simplement décidé de mourir le même matin, par pure coïncidence. Les familles qui insistaient pour enterrer leurs morts à Saint-Aubin s'en virent interdire. Les corps furent transportés dans un cimetière situé à 30 km de là. Les pierres tombales ne mentionnaient ni la ville d'origine, ni les circonstances. Il n'y avait que des noms et des dates, des souvenirs sans contexte. Le 20 mars, le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué officiel. 3 paragraphes. Le mot « accident » y figurait 7 fois. Le mot « victime » apparaissait une fois, suivi de « limité ». Le mot « enquête »
apparaissait 2 fois, toujours, accompagné de encours. Le communiqué se terminait par une phrase qui allait se révéler prophétique. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent plus. Des mesures ont été prises, mais pas celles auxquelles on s'attendait. La sécurité n'a pas été améliorée. Les protocoles sont restés inchangés. La principale mesure fut unique, le contrôle de l'information. Et à cet égard, elle fut d'une efficacité redoutable. 3 jours après la catastrophe, la ville était déjà déserte. Les rues étaient vides, les fenêtres étaient closes, l'usine était silencieuse. Et surtout, un silence officiel, plus dense que n'importe quel brouillard chimique, régnait. Un silence qui allait durer des décennies. Dans les archives du ministère de l'Industrie, on trouve mention d'une commission technique d'enquête sur l'incident de Saint-Aubin, créée le 25 mars 1922. Elle était composée de 5 ingénieurs chimistes, de 2 inspecteurs du travail et d'un représentant du ministère. La commission était chargée d'enquêter sur les causes de l'accident, d'établir les responsabilités et de proposer des mesures correctives. Il y a un problème majeur. Aucune trace des travaux de cette commission. Aucun rapport, aucun compte-rendu de réunion, aucune conclusion. Seule subsiste la mention de sa création. Après cela, plus rien. C'est comme si la commission avait été réunie puis, simultanément, volatilisée. L'un des ingénieurs qui aurait participé à la commission, Pierre Dufour, a écrit dans son journal intime, découvert des décennies plus tard par ses petits-enfants, une entrée révélatrice, datée du 2 avril 1922. On m'a informé aujourd'hui que ma participation à l'enquête ne serait plus nécessaire. Aucune explication ne m'a été donnée. Je me suis renseigné sur le rapport préliminaire que je préparais. On m'a dit de ne pas m'inquiéter. On m'a dit de l'oublier. Les historiens contemporains qui ont étudié cette affaire mettent en évidence une disparition systématique de documents. Isabelle Moreau, professeure d'histoire industrielle à l'Université de Lyon, explique « Il ne s'agit pas simplement de lacunes dans les archives, mais de lacunes délibérées. On trouve des références croisées à des documents qui n'existent plus, des numéros de protocole renvoient à des dossiers vides, des photographies sont mentionnées, mais jamais retrouvées. Ce n'est pas un oubli bureaucratique, c'est un effacement systématique. » Les Kinso, scientifiques qui, dans les mois qui suivirent, exprimèrent publiquement leurs inquiétudes quant à la sécurité chimique furent discrètement écartés de leurs fonctions. Le docteur Marcel Vernet, chimiste industriel qui avait publié en juin 1922 un article scientifique remettant en question les protocoles de stockage des gaz comprimés, sans toutefois mentionner directement Saint-Aubin, fut démis de ses fonctions à l'école polytechnique 3 mois plus tard. La justification officielle, réorganisation du département. Qu'aurait dû examiner la commission? La réponse se trouve dans les fragments qui ont échappé à la destruction. Une note interne de la compagnie industrielle, datée de février 1922, 1 mois avant la catastrophe, fait état de préoccupations concernant l'intégrité structurelle du système de confinement du pavillon 3. La note recommande une inspection technique urgente. En marge du document, une note manuscrite, reportée, coût excessif, réévaluation, en juin. Pour beaucoup à Saint-Aubin, le mois de juin n'est jamais arrivé. L'inspection n'a jamais eu lieu. Mais le refus, lui, a été catégorique, rapide, efficace et absolument irréprochable. La catastrophe ne s'est pas arrêtée le 17 mars. Elle n'en était que le début. Pendant des décennies, les familles survivantes ont gardé des cicatrices qui n'étaient pas seulement physiques. Des cicatrices non consignées dans les dossiers médicaux officiels, mais qui ont marqué des générations entières. Marie-Claire Dubois avait 7 ans lorsque le brouillard est arrivé. Aujourd'hui, à 103 ans, elle est l'une des dernières survivantes. Elle se souvient « Ma mère nous a pris, mon frère et moi, et elle a couru. Elle nous a mis des linges mouillés sur le visage. Elle a couru jusqu'à épuisement. Mon père est resté. Il est allé chercher mon grand-père. Nous ne les avons jamais revus. Ma mère n'a plus jamais été la même ce jour-là. Elle a cessé de sourire. Littéralement. Je ne me souviens pas l'avoir vue sourire une seule fois après cela. Dans les années 1930 et 1940,
les médecins des régions où s'étaient dispersées les familles de Saint-Aubin commencèrent à observer des phénomènes étranges, des taux inhabituels de cancer du poumon, des problèmes respiratoires chroniques chez des personnes relativement jeunes et des enfants nés avec des malformations congénitales. Mais, du fait de la dispersion de ces familles, aucune étude épidémiologique ne permit jamais d'établir de lien entre ces phénomènes. Chaque cas fut traité isolément et l'origine commune demeura inconnue. Jean-Paul Mercier, petit-fils d'un ouvrier, raconte « Mon grand-père est mort en 1955, à 52 ans. Un cancer du poumon. Il n'a jamais fumé de sa vie. Mon père, qui était enfant en 1922, a souffert de problèmes respiratoires toute sa vie. Il est mort à 60 ans. Lui aussi d'un cancer du poumon. J'ai 63 ans maintenant. J'ai peur de chaque toux. C'est génétique, vous comprenez? Ce n'est pas qu'une maladie. C'est une histoire. C'est un traumatisme transmis de père en fils. Nombreux furent ceux qui, ayant survécu à cette journée, reçurent une compensation financière. Faible. Sous condition. Toujours assortie d'un document exigeant une confidentialité absolue concernant les événements de mars 1922. Les familles qui avaient désespérément besoin de cet argent signèrent. Et par leur signature, elles scellèrent leur propre silence. La fille d'un ouvrier d'usine qui a souhaité garder l'anonymat a révélé « Ma mère a reçu de mon père l'équivalent de 6 mois de salaire. En échange, elle a dû signer un document stipulant qu'elle ne parlerait jamais publiquement de ce qui s'était passé. Elle a gardé cet argent sous son matelas pendant des années. Elle disait que c'était de l'argent sale, de l'argent du sang, mais nous en avions besoin pour survivre. Cet argent a acheté notre silence et notre culpabilité. Les ouvriers qui ont survécu et tenté de poursuivre, la compagnie se sont heurtés à des portes closes. Les avocats ont refusé de les prendre en charge. Les tribunaux ont reporté les procès sine die. Les documents ont disparu. En 1927, après 5 années de bataille juridique, la dernière plainte a été rejetée. Motif officiel, preuves matérielles insuffisantes. Comment peut-on parler de preuves insuffisantes alors que des centaines de personnes ont témoigné? Alors que des dizaines de personnes sont mortes? Alors qu'une ville entière a été évacuée? La réponse est simple et brutale. Il peut y avoir insuffisance de preuves lorsque celles-ci sont systématiquement détruites, lorsque les témoins sont réduits au silence, lorsque la vérité devient trop gênante à reconnaître. Le traumatisme est devenu un héritage. Il s'est transmis des grands-parents aux parents, puis des parents aux enfants. Non pas par des documents ou des photographies, ceux-ci ont été détruits ou confisqués. Il s'est transmis par les cauchemars, par les silences à table, par les phrases interrompues en présence d'étrangers. Il s'est transmis par une angoisse diffuse, le sentiment qu'un événement terrible s'était produit, mais qu'on ne pouvait nommer. Un psychologue ayant travaillé avec les descendants de Saint-Aubin dans les années 1990 l'a décrit comme un traumatisme anonyme. C'est un traumatisme sans nom officiel, sans reconnaissance sociale, sans espace pour le deuil collectif. Les gens portent la douleur, mais ils ne peuvent pas en parler car, officiellement, rien de grave ne s'est produit. C'est l'une des formes les plus cruelles de violence psychologique, nier la réalité de la souffrance d'autrui. Ainsi, des générations entières ont grandi dans l'ombre d'un événement qui, officiellement, n'a jamais existé. Invisible pour l'histoire, inaudible pour la société, mais profondément réel dans leur corps et leurs esprits. Pourquoi un pays entier choisit-il d'oublier? La réponse ne réside ni dans des théories du complot, ni dans des figures caricaturales. Elle réside dans quelque chose de bien plus prosaïque et par conséquent, de bien plus inquiétant. Les intérêts économiques et l'opportunisme politique. En 1922, la France se reconstruisait après les ravages de la Première Guerre mondiale. Le pays devait projeter une image de stabilité, de modernité et de puissance industrielle. Reconnaître une catastrophe chimique de grande ampleur, due à la négligence des entreprises et à un manque de contrôle de l'État, était incompatible avec ce discours. Des documents récemment obtenus des archives du ministère du Commerce révèlent une correspondance directe entre les dirigeants de la compagnie industrielle et les autorités gouvernementales.
Une lettre datée du 23 mars 1922, signée par le président de la société, est particulièrement révélatrice. Nous reconnaissons la gravité de l'incident, mais nous devons considérer ses implications plus larges. Notre entreprise emploie plus de 15 000 personnes sur l'ensemble du territoire. Nous sommes des fournisseurs stratégiques de l'agriculture et de l'industrie française. Une enquête publique prolongée ou des sanctions sévères auraient des répercussions qui dépassent largement le cadre de ce regrettable épisode. La réponse du ministère, datée du 28 mars, est encore plus explicite. Nous comprenons l'ampleur du problème. Des mesures sont prises pour garantir que l'incident soit traité avec toute la discrétion nécessaire. La stabilité industrielle du pays ne saurait être compromise par un épisode isolé. Discrétion. Un terme élégant pour désigner le silence institutionnel. Mais il ne s'agissait pas seulement de pression gouvernementale. Il y eut aussi des compensations directes. Entre 1922 et 1925, la compagnie industrielle fit d'importants dons philanthropiques à des hôpitaux, des écoles et des institutions publiques de toute la région. Les journaux locaux obtinrent de généreux contrats publicitaires. Les élus locaux reçurent un soutien pour leur campagne. Aucun de ces paiements ne mentionnait Saint-Aubin. Ce n'était pas nécessaire. Le message était clair. Le docteur François Delacroix, historien de l'économie, explique « Ce que nous observons ici n'est pas un complot au sens dramatique du terme. C'est quelque chose de plus insidieux. Un système où tous les acteurs, gouvernements, entreprises, médias, voire une partie de la population, ont intérêt à oublier. Le gouvernement recherche la stabilité, l'entreprise, le profit, les médias, l'accès à l'information et la visibilité. Les ouvriers des autres usines de la même entreprise veulent conserver leur emploi. Chacun a ses raisons de ne pas faire de vagues. Et ainsi, collectivement, ils construisent l'oubli. Il y a également eu destruction délibérée de preuves. Des photographies du site ont été confisquées aux journalistes. Des échantillons chimiques prélevés le jour de la catastrophe ont disparu des laboratoires. Les dossiers médicaux des hôpitaux ayant soigné les victimes ont été perdus lors de restructurations administratives. L'intégralité des archives de la mairie de Saint-Aubin, couvrant les années 1920 à 1925, a tout simplement disparu. L'incendie, paraît-il. Bien pratique. Le sociologue Pierre Bourdieu, dans ses études sur le pouvoir et la mémoire collective, observait « L'oubli social n'est pas passif, c'est une production active. Il requiert un travail constant, des ressources, une coordination. Le fait qu'une chose soit collectivement oubliée ne signifie pas qu'elle n'était pas importante. Souvent, cela signifie exactement le contraire. Elle était trop importante pour être remémorée. Saint-Aubin était trop important pour qu'on se souvienne de lui. Ses victimes étaient trop nombreuses pour qu'on les reconnaisse. Sa négligence était trop flagrante pour qu'on l'admette. La solution était donc simple. Effacer. Systématiquement. Institutionnellement. Complètement. Et pendant près d'un siècle, cela a fonctionné. Mais l'oubli officiel n'est jamais total. Il y a toujours ceux qui se souviennent, qui préservent la vérité, qui refusent de la laisser mourir. Élise Fontaine a 72 ans. Elle n'a jamais connu son grand-père, décédé à Saint-Aubin un mois avant la naissance de son père, mais elle a grandi bercée par les récits de son enfance. Ma grand-mère, jusqu'à son dernier souffle, a conservé une boîte en métal sous son lit. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photos, le dernier salaire de mon grand-père et un petit article de journal daté du 19 mars 1922. Juste ce petit mot. Incident industriel, situation sous contrôle. Ma grand-mère montrait cette phrase du doigt et disait « C'est un mensonge. Tout ça est un mensonge. » Elle a insisté pour me léguer cette boîte. Elle disait « Un jour, quelqu'un voudra connaître la vérité. Garde ça. » Pendant des décennies, des familles comme celle d'Élise ont conservé des fragments d'histoire, des lettres relatant cette journée, des photographies interdites, des documents médicaux, des accords de confidentialité attestant l'existence d'un événement qui aurait dû être oublié. Ces fragments sont restés dans des greniers, des tiroirs, de vieilles malles, des souvenirs intimes d'un traumatisme nié publiquement. En 1987,
Un journaliste local nommé Antoine Rousseau commença à poser des questions. Il avait entendu de vagues allusions à Saint-Aubin de la part d'un oncle âgé. Il entreprit alors son enquête. Il frappa aux portes. Il rechercha des survivants. Ignoré par les autorités, découragé par la rédaction, subtilement mis en garde par des personnalités influentes, il persévéra. Pendant 15 ans, Rousseau a recueilli des témoignages. Il a déniché des documents dans des archives obscures. Il a recoupé les informations. Il a retrouvé les familles qui conservaient encore les boîtes métalliques sous leur lit. En 2002, il a publié un livre, Saint-Aubin, la ville que la France a oubliée. Ignoré par les grands médias, il s'est peu vendu, mais il a semé une graine. Dans les années 2010, la génération des petits-enfants et arrière-petits-enfants a commencé à prendre la parole. Ils n'avaient plus peur. Ils ne dépendaient plus d'une compensation ou d'un emploi lié à l'ancienne compagnie qui avait fait faillite et avait été rachetée par d'autres entreprises des décennies auparavant. Ils souhaitaient simplement que l'histoire de leur famille soit reconnue. Pierre-André Martin, arrière-petit-fils d'un ouvrier, a créé un blog en 2015, Souvenirs de Saint-Aubin. Il a commencé à numériser des documents familiaux, à publier des lettres, des photographies et des témoignages. D'autres descendants ont ensuite contribué. Ce qui n'était au départ qu'une mémoire fragmentée est devenu une archive collective. En 2018, Sophie Arnaud, historienne à l'Université de Paris, a utilisé ces archives pour sa thèse de doctorat. Pour la première fois, une institution universitaire a officiellement reconnu l'ampleur de la catastrophe. Ces travaux ont permis de faire avancer l'enquête. Les archives municipales, auparavant inaccessibles pour cause de réorganisation, ont été ouvertes. Des documents que l'on croyait introuvables ont été découverts. La vérité a toujours été là. Ni dans les bibliothèques officielles, ni dans les musées nationaux, ni dans les manuels scolaires, mais dans les albums de famille, dans les histoires racontées à table, dans les boîtes métalliques sous les lits. La vérité a survécu dans les profondeurs de l'histoire, préservée par ceux qui ont refusé d'oublier, même quand l'oubli était l'option la plus facile, la plus sûre, la plus avantageuse. Comme l'a dit Élise Fontaine, ils peuvent effacer des documents, ils peuvent fermer des archives, ils peuvent faire taire les journaux, mais ils ne peuvent pas effacer la mémoire. Tant qu'il y aura quelqu'un en vie pour se souvenir, tant qu'il y aura quelqu'un qui s'en soucie, la vérité ne meurt pas. Elle attend seulement. Et il attendit. Presque un siècle. Mais il ne mourut pas. Nous revenons maintenant aux images de départ. Les ruines industrielles, la végétation envahissante, l'absence de signes, de monuments, de toute trace d'un événement important. Mais à présent, ces images ont une autre signification. Nous savons ce qu'elles représentent. Ce n'est pas seulement une ville abandonnée. C'est une mémoire refoulée. C'est une histoire effacée. C'est un silence institutionnalisé. Saint-Aubin n'est pas un cas isolé. Partout dans le monde, des lieux ont disparu de la mémoire collective. Des catastrophes industrielles passées sous silence. Des communautés déplacées sans explication. Des victimes oubliées. Chaque cas présente ses particularités, mais tous partagent le même schéma. Lorsque la vérité dérange, lorsque la reconnaissance menace des intérêts puissants, la solution est toujours la même. Oublier. Mais l'oubli n'est pas un phénomène neutre. Il ne s'agit pas simplement du passage du temps. C'est un choix actif et répété, entretenu par les institutions, les lois et les pratiques sociales. Faire disparaître une ville entière de l'histoire demande des efforts. Cela exige de la coordination, des ressources et de la persévérance. Paradoxalement, l'oubli requiert un souvenir constant. Celui que certaines choses ne devraient pas être rappelées. Les questions que Saint-Aubin nous pose sont dérangeantes. Combien d'autres histoires comme celle-ci existent, encore enfouies? Combien de catastrophes ont été effacées au point que nous ignorons même leur existence? Combien de familles portent encore le fardeau de traumatismes anonymes, de douleurs indicibles, de pertes non reconnues? Plus important encore, qu'est-ce que cela révèle de notre rapport à la vérité historique? S'il est possible d'effacer une catastrophe qui a fait des dizaines de morts, affecté des milliers de personnes et transformé une ville entière, que peut-on effacer d'autre? Quelles autres vérités gênantes sont
actuellement systématiquement effacées des archives historiques? Il n'y a pas de réponse réconfortante, il n'y a pas de fin heureuse, où justice soit rendue et où les souvenirs soient restaurés. La plupart des victimes de Saint-Aubin sont mortes dans l'anonymat. La plupart des responsables n'ont jamais eu à répondre de leurs actes. La ville reste effacée des cartes touristiques, des livres d'histoire et de la conscience nationale française. Mais quelque chose a changé. Nous savons maintenant. Cette histoire a été racontée. Et chaque fois qu'une histoire tue est révélée, il devient un peu plus difficile de faire taire la suivante. Chaque témoignage préservé, chaque document sauvé, chaque souvenir transmis est un acte de résistance contre l'oubli institutionnel. Les ruines de Saint-Aubin demeurent. Peut-être n'y aura-t-il jamais de monument. Peut-être n'y aura-t-il jamais de reconnaissance officielle. Mais aujourd'hui, lorsque nous contemplons ces structures envahies par la végétation, lorsque nous voyons ces rues désertes, nous savons ce qu'elles représentent. Nous n'oublierons jamais. Et cela, aussi insignifiant que cela puisse paraître, est l'essentiel. Car, au final, la seule défense contre l'effacement réside dans la mémoire persistante. Le refus individuel et collectif de laisser mourir certaines histoires. L'insistance à questionner, à enquêter, à ne pas accepter le silence comme réponse définitive. Saint-Aubin nous apprend que l'histoire ne se limite pas à ce qui est écrit dans les livres. Elle inclut aussi ce qui n'y figure pas. Les lacunes sont aussi révélatrices que les archives. Les silences sont aussi éloquents que les mots. Et notre responsabilité n'est pas seulement de nous souvenir de ce qui nous est transmis, mais aussi de questionner ce qui nous est refusé. Voici l'histoire d'une ville que tous ont tenté d'oublier, mais qui, grâce à ceux qui ont refusé de se taire, reste gravée dans les mémoires. Imparfaite, fragmentée, sujette à controverse, mais gravée dans les mémoires. Et tant qu'on s'en souvient, les victimes ne disparaissent pas complètement. Tant qu'on la raconte, la vérité n'est pas entièrement effacée. France, 1922. Une ville. Une catastrophe. Un siècle de silence. Et maintenant, enfin, une histoire racontée. Combien d'autres personnes attendent? Rédiger la fin du script en un texte continu, sur un ton à la fois introspectif et provocateur. Cette fin doit résumer brièvement l'impact de l'événement, soulever 2 ou 3 questions morales ou existentielles, inviter le spectateur à partager son opinion, encourager les « j'aime » et les abonnements à la chaîne, suggérer que la prochaine vidéo explorera des histoires similaires. Le ton doit être grave, respectueux et troublant, concluant le récit sur une note de silence, de recueillement et de réflexion. Ce qui s'est passé à Saint-Aubin le 17 mars 1922 est irréversible. Les vies perdues sont à jamais perdues. Les années de souffrance silencieuse, de traumatisme transmis de génération en génération, de déni institutionnel, rien de tout cela ne peut être effacé. Mais on peut le reconnaître. On peut s'en souvenir. Et c'est ce que nous essayons de faire ici. Ce récit nous confronte à des questions qui dépassent le cadre d'une catastrophe survenue dans une ville précise il y a plus d'un siècle. Il nous oblige à nous interroger. Lorsque la vérité dérange les puissants, qui décide de ce qui restera dans les mémoires et de ce qui sera oublié? Combien d'autres communautés, dans combien d'autres lieux, ont vu leur histoire effacée de la même manière? Et, question peut-être la plus troublante de toutes, si cela s'est produit à Saint-Aubin, si des milliers de personnes ont pu être réduites au silence pendant des décennies, qu'est-ce qui nous garantit que cela ne se produit pas aujourd'hui, quelque part, alors même que nous menons nos vies comme si de rien n'était? Oublier n'est pas un acte passif, c'est une forme de violence. Nier la souffrance d'autrui, nier la réalité de son expérience, nier que sa perte mérite d'être reconnue, ce n'est pas simplement de la négligence historique. C'est l'effacement délibéré de l'humanité. Et lorsque cet effacement est institutionnalisé, lorsqu'il devient politique d'État, lorsqu'il se perpétue pendant des décennies par la destruction de documents, le musellement des témoins et la suppression des mémoires, il devient l'une des formes d'injustice les plus cruelles. Je vous laisse méditer sur cette question. Si vous connaissiez une vérité dérangeante, une vérité susceptible de nuire aux puissants ou aux institutions établies, auriez-vous le courage de parler?
Et si parler signifiait perdre votre emploi, votre sécurité, la tranquillité de votre famille, parleriez-vous encore? Ou choisiriez-vous le silence, comme tant d'autres à travers l'histoire? Il ne s'agit pas ici de porter un jugement, juste une question sincère sur les limites de notre propre courage moral. J'aimerais connaître votre avis. L'histoire de Saint-Aubin vous a-t-elle touché, Somen? Connaissez-vous d'autres histoires similaires, des événements passés sous silence, des communautés dont l'expérience a été effacée de l'histoire officielle? Exprimez-vous dans les commentaires. Cette plateforme est dédiée à ces échanges, afin que les mémoires refoulées puissent s'exprimer et que les questions difficiles puissent être posées. Votre voix compte dans cette construction collective de la mémoire historique. Si cette enquête vous a touché, si vous pensez que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, même lorsqu'elles sont difficiles, surtout lorsqu'elles le sont, alors aimez cette vidéo. Ce n'est pas qu'un simple geste de soutien, c'est la preuve qu'il existe un public pour les vérités qui dérangent, qu'il y a des gens prêts à entendre ce qui a été systématiquement passé sous silence. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines enquêtes. Car Saint-Aubin n'est pas un cas isolé. Dizaines d'autres histoires comme celle-ci attendent d'être racontées. Des catastrophes oubliées, des communautés effacées, des vérités étouffées. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons ce voyage. Nous explorerons un autre événement effacé des livres d'histoire, une autre communauté dont la souffrance a été institutionnalisée et étouffée, une autre ville que tous ont tenté d'oublier. Car tant qu'il y aura des histoires tues, des souvenirs refoulés, des silences à briser, ce travail continuera. L'histoire ne s'arrête pas avec la fermeture des livres. Elle se poursuit en chaque personne qui refuse d'oublier, en chaque descendant qui conserve des documents dans des boîtes métalliques, en chaque enquêteur qui pose des questions dérangeantes, en chacun de nous qui choisit de se souvenir plutôt que de passer à autre chose. Saint-Aubin est toujours là, des ruines silencieuses parmi les arbres, aucun panneau, aucun monument, mais plus jamais sans histoire, car désormais, vous savez, et savoir, c'est le premier pas vers la prévention de l'oubli total. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté cette histoire qui a mis un siècle à être racontée. Et merci de faire partie de ceux qui choisissent de ne pas oublier. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt pour une nouvelle histoire qui n'aurait jamais dû être étouffée.